Bonjour Eric Fiat, merci d'avoir accepté l'invitation du Centre Pierre Naville à venir présenter vos travaux. Je vous en prie. Donc vous êtes professeur en philosophie pratique, et notamment sur la question de l'éthique médicale. Vous pouvez nous expliquer un peu plus ce que vous faites? Alors, il y a sans doute bien des manières d'être philosophe à l'université, et elles méritent toutes respect. Nous, c'est quelque chose d'assez singulier, puisque, en effet, je suis responsable à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée d'un master de philosophie pratique, parcours éthique médicale et hospitalière appliquée. Le titre en est un peu long, j'en suis confus, mais c'est celui que le ministère nous a imposé. Et qu'est-ce que ça veut dire s'occuper d'un master de philosophie pratique, parcours éthique médicale et hospitalière appliquée? Ça veut dire avoir pour étudiants non pas des futurs philosophes qui, en formation initiale, apprendraient la philosophie pour devenir un jour professeur de philosophie. Non, ça veut dire avoir des étudiants en formation continue qui sont des soignants. Soignants au sens très large du terme. Il y a à peu près la moitié de médecins, l'autre moitié de non-médecins. Donc vous avez sage-femme, cadre supérieur infirmier, infirmière, directrice de maison d'accueil spécialisée, directrice de maison de retraite, et kiné, etc. Et alors ces étudiants, donc en formation continue, ont envie de faire de la philosophie. C'est sur la base du volontariat, personne ne leur impose de se lancer dans ce diplôme-là, mais souvent après 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans de pratique du soin, eh ben, ils ont envie de réfléchir un petit peu à ce que c'est que de soigner, et ils se sont dit que les philosophes pourraient les y aider. Et c'est un public absolument passionnant qui me permet, notamment à moi, qui aime bien la philosophie, de faire une philosophie toujours enracinée dans l'expérience humaine, dans ce qu'elle a de plus vibrant, de plus douloureux. Quand on est soignant, on n'a pas d'abord envie d'écrire un mémoire sur Kant ou sur Heidegger ou sur Rousseau. On a envie d'écrire sur l'annonce du handicap, sur la souffrance, sur la mort, sur le cadavre. Et donc faire de la philosophie avec ces gens-là, moi ça me plaît beaucoup, parce que ça me permet de ne pas devenir un de ces universitaires qui finalement oublient peut-être d'être un peu philosophe, parce que l'histoire de la philosophie, chez eux, cesse d'être un moyen au service d'une réflexion fondamentale sur ce que c'est d'être humain. Ça devient une fin en soi. Donc voilà ce que je fais, et j'aime beaucoup le faire. Et je dirais que même si je ne suis pas du tout sociologue, être invité par vous et par une équipe de sociologues, c'est pas totalement incongru, parce qu'au fond, moi, je fais quelque chose comme la philosophie de terrain. C'est peut-être ce qui motive votre invitation. C'est d'autant moins incongru que souvent vos sujets partent en fait des demandes ou des questions que se posent ces étudiants en master ou en doctorat. Voilà, toujours. Les sujets sur lesquels je travaille, mes objets de recherche, comme on dit un peu de manière pompeuse chez les universitaires, les sujets sur lesquels je travaille, ce sont mes étudiants qui me les donnent. Et donc mes étudiants ont envie de travailler sur un kiné a envie de travailler sur la pudeur. Ils me demandent ce que les philosophes en disent, et le sujet me passionne tellement, finalement j'ai fait un petit livre sur la pudeur. Mes étudiants qui travaillent en soins palliatifs s'interrogent sur la dignité. Vous savez qu'il y a une association pour le droit à mourir dans la dignité qui, au nom de la dignité humaine, réclame la légalisation de l'euthanasie. Mes étudiants donc s'interrogent au sujet de ce que c'est qu'être digne en fin de vie. Eh bien, le sujet me passionne, et je fais un petit livre sur la dignité. Et en effet, c'est ce qui s'est passé au sujet de la fatigue, car beaucoup de mes étudiants soignants disent à quel point le métier de soignant est fatigant, disent à quel point la fatigue, et même la mauvaise fatigue, et même le burn-out, qui en est la forme extrême, sont choses répandues dans le milieu du soin. Alors justement, c'est à propos de la publication de cet ouvrage, voilà. La fatigue, vous avez invité à venir nous présenter en effet. Vos travaux au séminaire ce matin. Et donc, vous avez notamment proposé de distinguer la bonne et la mauvaise fatigue, notamment au travail, pas exclusivement. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous entendez par là? Alors en effet, évidemment, entre cette bonne fatigue et cette mauvaise fatigue, il y a tout un nuancier, tout un dégradé de fatigue, et je pense qu'il ne faut pas être manichéen et penser qu'existe d'un côté
de pures fatigues qui sont purement bonnes, de l'autre de pures fatigues qui sont purement mauvaises. Je crois que la plupart des fatigues que nous expérimentons en tant qu'être humain sont souvent dans un littoral, dans un intermédiaire. Bon. Mais étant donné que les philosophes, quand ils essaient de comprendre un phénomène, aiment bien proposer de grandes distinctions, j'ai pensé que c'était assez intéressant de distinguer entre une bonne et une mauvaise fatigue. Façon pour moi de dire que la fatigue n'est pas toujours une mauvaise chose. Et en effet, la bonne fatigue, j'en donne quelques exemples, c'est une fatigue du corps et non point de l'âme. La mauvaise fatigue, c'est une fatigue à la fois du corps et de l'âme. Je veux dire par là que la bonne fatigue, on pourrait dire que c'est une fatigue qui n'engendre aucune lassitude. Que la mauvaise fatigue, c'est une fatigue qui engendre une lassitude. Alors, quelques exemples. Bonne est sans doute la fatigue du sportif vainqueur. Bonne est sans doute la fatigue de l'amoureux qui accueillit dans les bras de son amoureuse pendant toute la nuit les doux fruits d'amour. Bonne est sans doute la fatigue du travailleur qui, bien sûr, a donné beaucoup pour finir son travail, mais à la fin de la journée a l'impression de l'avoir bien fait. Le sentiment du devoir accompli, le sentiment du travail bien fait. Eh bien, ces trois personnages, bien sûr, sont fatigués parce qu'il faut donner beaucoup de force pour gagner le match, parce qu'on donne beaucoup de soi dans une nuit d'amour, et parce que pour bien faire son travail ou bien faire son devoir, il faut, là encore, donner beaucoup de soi. Mais je dirais que ces fatigues sont bonnes parce que ces trois personnages vont terminer leur journée heureux. Ils vont dormir du sommeil du juste. Et le sommeil du juste est un sommeil qui n'a pas besoin d'être très long pour être réparateur. Il n'est même pas sûr qu'ils aient besoin de dormir très longtemps. Après qu'on a gagné un match, après qu'on a passé une merveilleuse nuit d'amour, eh bien, on éprouve une telle joie que cette joie est dilatatrice. Je n'ai plus beaucoup de force parce que j'ai tout donné dans mon match. Je n'ai plus beaucoup de force parce que je t'ai aimé toute la nuit, comme le légionnaire. Ceci dit, la joie d'avoir gagné, la joie d'être aimé, eh bien, fait de cette fatigue, font de ces fatigues des fatigues bonnes. Alors le travailleur, à la fin de la journée, il n'a pas forcément une joie comparable à celle du sportif vainqueur ou à celle de l'amoureux aimé. Mais il a ce que Kant appelle un plaisir moral. Le plaisir moral, c'est le plaisir d'être enfin dans le sentiment d'une justesse, d'une adéquation. Chez les êtres humains, il y a toujours un écart entre ce qu'ils sont et ce qu'ils voudraient être. Cet écart, il est presque impossible à combler. Heureusement que de temps en temps, on se dit à la fin de la journée, j'ai été comme je devais être. J'ai été comme je voulais être. Satisfaction parce qu'on a atteint ses objectifs. C'est ça. Voire, comme dirait Hannah Arendt, réaliser une œuvre dans des cas extrêmes. C'est ça. Voilà. Et à l'inverse, la mauvaise fatigue, alors est-ce que, par rapport aux thématiques qui seraient les nôtres en sociologie du travail, est-ce qu'on peut la relier à des formes de souffrance, par exemple ? Bien sûr. Alors, par symétrie, on pourrait dire que mauvaises sont les fatigues du sportif vaincu, de l'amoureux qui n'est pas aimé, et la fatigue du travailleur qui souffre au travail. La fatigue du travailleur qui a l'impression d'être éloigné du cœur de son métier, comme à la fin du Rouge et le Noir, Madame de Rênal se sent éloignée du cœur de Julien Sorel. Et en effet, puisque c'est du travail que vous m'invitiez à parler, je crois que malheureusement, dans le monde du travail, les fatigues sont plus souvent mauvaises que bonnes. Alors la forme extrême de cette mauvaise fatigue, qui je le répète, est une fatigue non seulement du corps mais aussi de l'âme, une fatigue qui engendre une lassitude. La forme extrême de cette mauvaise fatigue, c'est le burn-out. Je dirais qu'avant le burn-out, eh bien souvent s'est introduit quelque chose comme une mauvaise fatigue. Et cette mauvaise fatigue, elle est très présente dans le monde du travail, parce que sans vouloir du tout idéaliser un passé où les travailleurs n'auraient eu que de bonnes fatigues, je crois que ce qui est évident dans les témoignages de mes étudiants soignants qui se disent fatigués, ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde du soin, on a affaire à beaucoup de soignants qui ont l'impression que tout s'accélère dans le monde du travail et que le monde du travail les oblige à changer sans cesse, à s'adapter de manière permanente à un monde impermanent. Si je n'étais pas clair, vous me le diriez, à s'adapter de manière permanente à un monde impermanent. Et devoir sans cesse s'adapter, devoir sans cesse changer, c'est épuisant. Et il y a une perte de sens
en outre. Exactement, la grande souffrance est liée au sentiment que ça n'a plus de sens, ce qu'on nous demande de faire. Et je dirais que beaucoup de nos contemporains au travail souffrent de cette perte de sens et de cette impression qu'ils ne maîtrisent plus les choses et qu'on leur impose sans cesse de changer. Adapte-toi ou crève. C'est un peu le slogan, un peu l'injonction qui est lancée à beaucoup des travailleurs d'aujourd'hui, voire à beaucoup des hommes d'aujourd'hui. Et vous savez que la figure de l'animal qui s'adapte, c'est la figure du caméléon. On demande aux hommes d'aujourd'hui d'être des caméléons. Or, je me souviens d'un mot drôle qui disait que un caméléon qu'on met sur un patchwork devient fou. Bien sûr, parce que... Ceci dit, je dirais qu'aujourd'hui c'est pire, parce que le travailleur d'aujourd'hui me fait plutôt penser à un caméléon qu'on mettrait sur un kaléidoscope. Parce que le patchwork, il y a plusieurs couleurs, mais au moins les couleurs restent au même endroit. Et donc on peut, au bout d'un certain temps, comprendre un peu le monde du travail dans lequel on voit les couleurs. Mais aujourd'hui, le travailleur est comme un caméléon qu'on mettrait sur un kaléidoscope, c'est-à-dire que ça change tout le temps et il peut devenir totalement fou. Et ce sentiment de perte de sens peut fomenter en effet quelque chose comme une pathologie, quelque chose comme une folie, dont le burn-out est en effet l'ultime résultante. Voire le suicide au travail, pour le suicide au travail de France Télécom. Bien sûr. Alors, je voulais vous poser une dernière question, parce qu'au fond, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on travaille souvent sur des objets assez proches et comparables, oui. Mais qu'en même temps, entre sociologues et philosophes, on n'a pas les mêmes entrées, on n'a pas les mêmes concepts, on n'a pas les mêmes outils. Mais au fond, comment vous voyez un dialogue, et même peut-être plus qu'un dialogue, des interdisciplinarités possibles? Alors, si je me permets de faire référence à notre rencontre de ce matin, je dirais que j'avais un peu peur, moi philosophe avec tous les guillemets qu'il y faut, d'être interrogé, questionné par des sociologues. J'ai appris que les sociologues avaient un peu peur de la présence d'un philosophe. Et finalement, tout cela s'est fort bien passé parce que je travaille dans un laboratoire interdisciplinaire. Je suis directeur adjoint du LIFA-PE. Ma mère en est très fière. Tout le monde s'en fout, mais tout de même, être directeur adjoint du LIFA-PE, c'est être directeur adjoint d'un laboratoire interdisciplinaire. C'est le laboratoire interdisciplinaire d'études du politique Hannah Arendt. Et PE veut dire Paris-Est. Et donc, dans ce laboratoire, on est quelques philosophes, mais il y a aussi beaucoup de sociologues, d'économistes, de juristes. Et je crois vraiment à l'interdisciplinarité, voire à la transdisciplinarité. Car je dirais que mon travail de philosophe, c'est d'essayer de mettre en mots ce que les hommes vivent, essayer de rendre hommage à ce que les hommes vivent. Alors bien sûr, pour ce faire, je me sers de la tradition qui est la mienne. Je vais chercher mes textes chez Platon, chez Kant, et non pas chez Durkheim ou chez Bourdieu. Bon. Cependant, j'ai tous les livres ouverts. J'ai tous les livres ouverts et je refuse toute exclusion. Si j'ai besoin, pour rendre hommage à la fatigue qu'éprouvent mes étudiants soignants, si j'ai besoin de mettre en mots ce dont ils se plaignent, de Durkheim, de Molière, de La Fontaine, de Platon, de Proust, eh bien j'utilise Platon, Proust, Durkheim et La Fontaine. Donc, la rencontre entre un philosophe et des sociologues, ça ne pouvait que bien se passer, puisque vous n'avez pas affaire à un philosophe qui s'enferme dans sa discipline, mais qui est ouvert aux autres disciplines. Et puis parce que je me suis rendu compte que j'ai eu affaire à des sociologues extrêmement ouverts. Bon. Alors ceci dit, ça ne veut pas dire que notre métier soit exactement le même. Vous enquêtez, vous vous interrogez sur votre point de vue sur les réalités sociologiques que vous devez travailler. Moi, je ne fais pas d'enquête et je ne m'interroge pas sur ma position. En ceci, je ne suis pas un sociologue. Cependant, même si ce n'est pas formalisé,
Pour écrire sur la fatigue, oui, je fais quelque chose comme une enquête, c'est-à-dire que je rencontre des gens, je les interroge, je regarde des films, je lis des livres, et puis donc il y a quand même une chose comme une enquête. Et puis il y a aussi une interrogation sur ma propre position, parce que justement j'écris ce livre pas simplement en universitaire, mais en homme, tous les guillemets qu'il y faut. Hein. Philosopher pour moi, c'est penser sa vie et vivre sa pensée. Je suis arrivé à un âge où j'ai plus envie d'écrire des livres uniquement destinés à mes collègues philosophes. Je n'ai plus envie d'écrire des livres qui me permettent d'avoir une carrière universitaire. Ça y est, ma carrière universitaire, je l'ai, je suis prof, tout ça. Donc j'ai envie de lire des livres où je parle des choses que j'éprouve véritablement. Et je dirais que, même si je ne prétends pas du tout être un sociologue, oui, je suis fidèle à ma tradition, la tradition philosophique, je dirais que pour parler d'un objet comme la fatigue, je fais flèche de tout bois. J'écoute ce qui se passe en moi, j'écoute ce qui se passe chez les autres, et puis j'essaie de rendre hommage à tout cela. Et ça fait un livre un peu fou, un peu étrange, mais que je vous remercie beaucoup d'avoir accueilli avec tellement d'aménité. Merci beaucoup. Je pense que voilà, vous décrivez aussi d'une certaine façon peut-être un intellectuel d'aujourd'hui qui s'efforce de ne pas rester enfermé dans des rails monodisciplinaires dans lesquels l'université souvent nous enferme. Trop souvent. Justement, avoir pour étudiants non pas des philosophes ou des apprentis philosophes ou des étudiants en philosophie au sens strict du terme, mais avoir pour étudiants des soignants, ça invite à faire de la philosophie autrement que ne le font beaucoup d'universitaires. Voire peut-être à déborder un peu le champ de la philosophie. Est-ce que ça conduit à faire de la philosophie autrement ou peut-être à même plus vouloir être philosophe? En tout cas, vous comme moi, nous nous sentons comme des chercheurs curieux. Voilà. Et quand un chercheur un peu curieux s'intéresse à un sujet, est-ce qu'il n'est pas conduit un peu à oublier un peu qu'il est sociologue, qu'il est philosophe, qu'il est économiste? Non, il y a un moment où sa curiosité le fait oublier un peu la sphère dans laquelle il est censé travailler. Merci beaucoup, Eric Fiat. Je vous en prie, Dominique. Merci.